En visite ce jeudi à la cité des 333 le Premier ministre a été chaleureusement accueilli. Cette visite marque le lancement de plusieurs projets essentiels pour le développement et l'avenir de la région de Tombouctou. Le ministre des Affaires étrangères a pris part à Kampala à la 19e conférence ministérielle du mouvement des non-alignés. Le Mali y a réaffirmé son engagement en faveur de la souveraineté, de l'indépendance et du respect mutuel entre les États. Le Mali et le Sénégal se retrouveront en finale du tournoi qualificatif IFOA des moins de 17 ans. Une affiche classique entre deux sélections qui se connaissent très bien. Mesdames et messieurs, bonsoir. En visite à la cité des 333, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a été accueilli ce jeudi 16 octobre en grande pompe par la population et les élus locaux. Au programme, lancement de plusieurs projets vitaux pour l'avenir de la région de Tombouctou. Djeneba Samaki. Accompagné d'une forte délégation composée notamment de certains membres du gouvernement et du cabinet de la primature, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga a procédé lors de sa première visite à Tombouctou à une série d'activités aux dimensions à la fois symboliques, sociales et économiques. Aujourd'hui, c'est avec une grande joie que nous recevons à Tombouctou, cité de 333 notre Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, pour une visite très symbolique et très significative pour toute la population de Tombouctou. Parce qu'il s'agit de la visite du chantier de l'extension et la modernisation de l'hôpital régional de Tombouctou qui vient soulager des demandes et un besoin réel de la région. En plus de ça, nous avons la visite de nos différentes plaines rizicoles. C'est un soulagement également pour la population de Tombouctou. Cela va beaucoup contribuer à la relance économique de la ville, voire toute la région. Pour la population de Tombouctou, l'extension de l'établissement de deuxième référence est une réponse directe à la croissance des besoins sanitaires régionaux, un investissement dans le capital humain et le lancement officiel du projet de mise en valeur des plaines rizicoles de la région a une dimension économique car dans la région, l'agriculture reste un pilier essentiel de subsistance dont les plaines représentent l'espoir pour des centaines d'exploitants et servent d'opportunités d'emploi pour les jeunes. En plus de ces activités, le chef du gouvernement a procédé à la pose de la première pierre du vestibule des légitimités traditionnelles. Et on ne peut qu'en être fier. Donc, ce centre va beaucoup servir d'abord à redorer notre tissu social et accorder à ces autorités la place qu'elles occupent au sein des communautés. Donc, cela va beaucoup soulager même l'État parce qu'il y a beaucoup de ces préoccupations-là que ces autorités peuvent gérer sur place. Entre mémoire, santé et économie, la visite du Premier ministre s'achève sur une note d'optimisme. Pour les forces vives de Tombouctou, cette journée marque la pose des jalons d'un avenir de modernisation, de développement et de stabilité pour la région. Réunis à Kampala, en Ouganda, à l'occasion de la 19e conférence ministérielle du mouvement des non-alignés, le Mali a réaffirmé son engagement en faveur des principes fondateurs du mouvement, des valeurs très chères au père de l'indépendance à l'image de Modibo Keïta. Il s'agit de la souveraineté, l'indépendance et la non-ingérence dans les affaires internes des États. Moussa Traoré. Lors de la cérémonie d'ouverture de la 19e conférence ministérielle à mi-parcours du mouvement des non-alignés, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a représenté le Mali ce mercredi 15 octobre 2025 à Kampala. Dans son intervention, le chef de la diplomatie malienne a rappelé que le Mali demeure fidèle à l'esprit du mouvement des non-alignés, né au lendemain des indépendances africaines et qui prône la liberté de décision face au bloc de puissance. Créé au début des années 1960, le mouvement des non-alignés est une organisation regroupant plusieurs pays dont le Mali, qui était nouvellement indépendant à l'époque, avait choisi de ne s'aligner ni sur le bloc occidental dirigé par les États-Unis, ni sur le bloc soviétique. Objectif, défendre leur souveraineté,
leur liberté de décision et promouvoir la coopération entre nations indépendantes. C'est dans cet esprit que le ministre Diop a rappelé la position constante du Mali en faveur du respect de la souveraineté des nations et du refus des ingérences extérieures. Le chef de la diplomatie malienne a insisté sur la nécessité pour les pays du Sud de parler d'une seule voix face aux multiples crises internationales, tout en prônant une coopération fondée sur l'égalité et la solidarité entre États. Une prise de parole qui s'inscrit dans la continuité de la politique étrangère actuelle du Mali, marquée par la recherche d'une indépendance totale dans ses choix stratégiques et diplomatiques. Mais au-delà des discours, cette réaffirmation traduit aussi la volonté de Bamako de renforcer sa place sur la scène internationale dans un contexte où les alliances et les équilibres géopolitiques évoluent rapidement. Au Burkina Faso, les 3 journalistes interpellés en début de semaine ont été remis en liberté ce 15 octobre. 2 autres ont pour leur part été entendus par les services de renseignement à Sétou-Bouari. Au Burkina Faso, plusieurs journalistes qui avaient été interpellés en début de semaine ont été relâchés mercredi 15 octobre. Selon une publication du média privé, l'observateur Palga, je cite, « Le directeur de rédaction, Ousseini Iboudro, a été libéré en plus d'autres journalistes. Il avait été interpellé le lundi 13 octobre dans la matinée par des agents de l'ex-Agence nationale de renseignement. » Fin des citations. Le journal Aujourd'hui au Faso a de son côté confirmé sur sa page Facebook la libération de son directeur de publication, Zouen Manogo Dieudonné Zougrana, arrêté mardi 14 octobre à son domicile par des agents du même service. Des sources médiatiques font également état de la libération de Michel Nana, rédacteur en chef des éditions Le Pays, qui avait été interpellé dans des circonstances similaires. Ces 3 quotidiens du pays sont reconnus pour leurs éditoriaux percutants et souvent critiques à l'égard des autorités. Les responsables de 2 journaux en ligne, Abdou Zouré de Faso 7 et Lamine Traoré de Burkina Yawana, restent encore entre les mains de l'ex-Agence nationale du renseignement, une structure directement rattachée à la présidence. Selon plusieurs sources, ces interpellations seraient liées à une fuite d'un entretien accordé par Ibrahim Traoré à des journalistes fin septembre, dont le contenu avait circulé sur une page critique du régime avant sa diffusion officielle. À Madagascar, après la prise du pouvoir par les militaires, l'Union africaine n'a pas tardé à réagir. Dans un communiqué publié ce 15 octobre, elle a suspendu la grande île de ses institutions avec effet immédiat. Ibrahim Babi. Ce mercredi 15 octobre, la situation de crise politique à Madagascar a été à l'ordre du jour d'une réunion d'urgence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Dans un communiqué publié à l'issue de la réunion, l'institution continentale condamne fermement la prise du pouvoir par les militaires dans le pays et rejette totalement le changement inconstitutionnel qui viole les principes de l'UA. La Grande Île est donc suspendue de ses activités, de ses organes et de ses institutions avec effet immédiat et jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Cette prise du pouvoir par les militaires qui s'est confirmée mardi 14 octobre ouvre la voie à une transition militaire qui pourrait durer entre 18 et 24 mois, selon le colonel Michael Randrianirina, qui sera investi vendredi président de la refondation de la République de Madagascar. Cette validation par la Haute Cour constitutionnelle a pour but de démontrer la légalité de cette prise de pouvoir et convaincre la communauté internationale qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État afin d'échapper à la suspension de financement, car la Grande Île est très dépendante de l'aide internationale. Pour rappel, après le coup d'État en 2009 qui avait porté Andry Rajoelina au pouvoir, l'aide étrangère avait été suspendue, une situation qui est restée comme un traumatisme pour les Malgaches. D'après l'OCDE, l'aide publique étrangère pèse environ 3,5% du PIB de Madagascar. En 2023, selon elle, le pays a reçu 1,25 milliard de dollars, dont un demi-milliard de la Banque mondiale, 172 millions des États-Unis, 126 millions de l'Union européenne, 100 millions du Japon, 81 millions de la France
et 22 millions de la BAD. Sport à présent, le Mali et le Sénégal sont les deux finalistes du tournoi qualificatif IFOA des moins de 17 ans. Deux équipes qui se sont déjà croisées dans le temps. Assitou Mani Coulibaly. En 2021, le Sénégal avait battu le Mali sur le score de 2-0 dans le tournoi qualificatif IFOA. En 2022, c'est le Mali qui avait eu le dernier mot en s'imposant 2-1. En 2024, au Sénégal, alors qu'ils avaient concédé un nul de 3 partout, les Sénégalais l'avaient emporté au tir au but lors de la finale de l'édition. Des statistiques qui consacrent le nombre de fois où les deux équipes se sont rencontrées. Alors qu'il a l'avantage de jouer à domicile la finale de cette édition 2025, le Mali aura l'occasion de prendre sa revanche. Le Sénégal, quant à lui, voudra également renouveler sa victoire inscrite l'année dernière. Cette rencontre, c'est une occasion pour nous de prendre notre revanche, d'abord sur le Sénégal, qui nous a battus lors de la dernière finale de ce même tournoi. C'était chez eux, à Dakar. Maintenant, nous, on a cette opportunité cette année de pouvoir remporter cette compétition. Mais je pense que ça sera une belle rencontre entre deux équipes joueuses. Il faut faire abstraction, il faut oublier tout ce qui s'est passé ces 3 dernières années entre le Mali et le Sénégal dans cette catégorie de jeunes pour faire face seulement à cette finale. Le parcours des deux équipes est assez équilibré depuis le début du tournoi. Chacune des deux équipes ne ménage aucun effort pour écrire son nom dans l'histoire de la compétition. Pour notre interlocuteur, le Mali devra prendre tous les détails en compte afin de remporter la rencontre. Il faut d'abord récupérer des efforts fournis lors des demi-finales face à la Guinée. Ensuite, replacer les joueurs dans un autre objectif. Parce que, en fait, l'objectif premier, c'était d'abord de se qualifier pour la phase finale. Maintenant, l'objectif subsidiaire qui devient maintenant l'objectif principal, c'est de remporter le trophée. Donc, il faudra replacer les enfants dans ce contexte-là, leur parler qu'il s'agit pas de jouer la finale, mais de la gagner. Le match Mali-Sénégal est prévu pour samedi 18 octobre. À noter que les deux équipes ont également assuré leur qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U17. Vivement le samedi 18 octobre. On termine avec la une du journal du Mali. Cancer du sang et du col de l'utérus entre avancées et défis. En ce mois d'octobre rose, le Mali dresse un état des lieux contrasté de la lutte contre les cancers féminins. Malgré des progrès notables, le pays reste quand même confronté à d'importantes limites structurelles et socio-économiques. Dans ce numéro 547, JDM vous propose d'autres articles sur le dialogue doctrinal, la baisse problématique de la production aurifère et les parcours décevants des aigles au mondial 2026. L'hebdomadaire est gratuit et téléchargeable sur www.journaldumali.com. Bonne lecture à vous, mesdames et messieurs, et merci d'avoir suivi sur 1945. Le rendez-vous est pris pour demain, même heure, même plateau.